Salam, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont on va parler de l'HTA et la grossesse. Donc je vais essayer de vous simplifier les choses. On va parler de la classification, de l'éthiopathogénie, le diagnostic positif, les complications et la prise en charge. Donc premièrement je vous donne une petite introduction. L'HTA est constaté dans 10 à 15% des grossesses, dont 10% se compliquent d'une pré-éclampsie. Il faut savoir que c'est une grossesse à haut risque à la fois maternelle et fœtale, donc c'est une grossesse à haut risque fœto-maternel et c'est la première cause de morbidité et de mortalité périnatale et maternelle. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'HTA, on la retrouve dans 10 à 15% des grossesses. 10% vont se compliquer d'une prééclampsie. C'est une grossesse à haut risque fœto-maternel et c'est la première cause de morbidité et de mortalité périnatale et maternelle. La classification. Donc, l'HTA correspond, ou l'HTA gravidique correspond à la survenue d'une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140 mm de mercure et ou pression artérielle diastolique supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Donc, c'est à partir de ces chiffres qu'on parle de l'HTA. Bien sûr, on a l'HTA modérée, marquée et sévère. Donc, modérée, elle est située entre 140, 90 et 160, 100. Marquée, située entre 160, 100 et 180, 110. Et sévère, c'est supérieur ou égal à 180, 110. On parle de l'HTA gravidique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'HTA gravidique? C'est l'HTA qui survient lors de la grossesse, qui est induite par la grossesse. Donc, cette hypertension qui est induite par la grossesse apparaît après la 20e semaine d'aménorrhée. Donc, après 20 semaines d'aménorrhée, chez une femme qui est jusqu'à là normotendue. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on parle de cette HTA gravidique lorsque cette hypertension apparaît après 20 semaines d'aménorrhée et qui survient chez une femme qui est normotendue. Donc, la tension elle est normale. Avant, si on la découvre avant la 20e semaine d'aménorrhée, c'est en général c'est une HTA chronique, donc qui va persister après l'accouchement. Donc, HTA gravidique, c'est après la 20e semaine d'aménorrhée et qui survient le plus souvent chez une femme qui est primipare, c'est-à-dire qui tombe enceinte pour la première fois. On a dit que l'HTA chronique donc peut être parfois méconnue et qui est découverte avant la 20e semaine d'aménorrhée. Et on parle de la prééclampsie lorsque l'HTA est associée à une protéinurie qui est supérieure ou égale à 300 mg par 24 heures. Donc, c'est quoi la prééclampsie? C'est une HTA plus une protéinurie supérieure ou égale à 300 mg par 24 heures. L'éthiopathogénie. Donc, l'HTA, dans l'éthiopathogénie, l'HTA gravidique. C'est quoi l'HTA gravidique? C'est une maladie du placenta par ischémie placentaire suite à un conflit entre le tissu trophoblastique et le myomètre maternel qui va entraîner une microangiopathie diffuse. Donc, on va expliquer ça. Donc, on a dit que c'est une anomalie de la placentation. C'est une anomalie de l'invasion des artères spiralées utérines qui sont de calibre insuffisant et ne perfusent pas
correctement le placenta. Donc, ce qui va aboutir à une ischémie placentaire. Le placenta, donc, puisqu'il est en ischémie, donc le placenta ne reçoit pas assez de sang et donc pas assez d'oxygène et de nutriments. En réponse à cette ischémie, est produit un excès de facteurs vasoconstricteurs dont le but est de diminuer le calibre des artérioles et d'augmenter la pression de perfusion. Ce qui va aboutir à un effet pervers qui est l'HTA, plus la libération du placenta de substances toxiques qui vont conduire à une altération de la paroi des vaisseaux, donc des lésions multiviscérales, ce qui entraîne un dysfonctionnement multiviscéral. Donc ça, c'est l'HTA gravidique. Et l'HTA non gravidique, on sait qu'elle peut être une HTA essentielle ou une HTA secondaire. Concernant le diagnostic positif, on a 3 points qu'on va faire. Premièrement, c'est l'interrogatoire. Deuxièmement, c'est l'examen clinique. Et troisièmement, c'est les examens paracliniques. Donc, à l'interrogatoire, on cherche l'âge, le poids et la taille, les antécédents familiaux et personnels d'HTA ou d'ovaires polykystiques, les antécédents personnels d'une maladie sous-jacente, les signes fonctionnels de la prééclampsie, etc. À l'examen clinique, la première chose, c'est l'inspection. Donc, on cherche un œdème qui efface les traits. Donc, il va donner un faciès lunaire ou un boudinement des doigts. Donc, on cherche le signe de la bague. La femme n'arrive pas à mettre sa bague et on recherche l'obésité. La deuxième chose, c'est la prise tensionnelle. Donc, il faut qu'elle doit être mesurée dans des conditions correctes. Donc, un bras nu, un bras à la hauteur du cœur, donc le bras à la hauteur du cœur, au repos au moins 15 minutes chez une patiente qui est assise ou en décubitus et il faut faire 2 mesures. Donc, le point essentiel, c'est de refaire 2 mesures. La troisième chose, c'est on mesure la hauteur utérine et on fait l'auscultation des bruits cardiaques fœtaux. L'examen sous spéculum pour rechercher des métrorragies. Et on fait bien sûr la chimie des urines à la recherche d'une protéinurie pour dépister une prééclampsie. Les examens paracliniques, on fait l'échographie, le Doppler et l'enregistrement c'est l'examen du rythme cardiaque fœtal ou l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. Bien sûr, ces examens ont le but de surveiller la viabilité fœtale, la quantité du liquide amniotique, de vérifier l'insertion placentaire et la recherche d'une souffrance fœtale. Concernant les complications, on a dit que c'est une grossesse à haut risque à la fois maternelle et fœtale. Donc, on a des complications maternelles et des complications fœtales. Premièrement, on commence par les complications maternelles. La première complication, c'est l'éclampsie. C'est quoi l'éclampsie? Donc, c'est une crise convulsive généralisée. On a les AVC, l'insuffisance rénale, l'hématome rétroplacentaire, la mortalité maternelle. On a aussi le décollement séreux de la rétine, l'œdème papillaire, etc. Deuxièmement, les complications fœtales. Donc, la première complication, on a le retard de croissance intra-utérin. On a l'oligoamnios, la prématurité et la mort in utero. Concernant la prise en charge. Donc, avant la prise en charge,
les complications fœtales résultent ou sont la conséquence de l'ischémie. On a dit que le placenta ne reçoit pas assez d'oxygène et de nutriments. Donc, le fœtus ne reçoit pas assez de nutriments et d'oxygène, ce qui va conduire à un retard de croissance intra-utérin et une souffrance fœtale aiguë. Concernant la prise en charge, donc on a des mesures hygiéno-diététiques à suivre et on a des moyens thérapeutiques. Concernant les mesures hygiéno-diététiques, la première chose, c'est l'hydratation, donc une hydratation orale correcte. Deuxièmement, on a un régime normosodé. Et troisièmement, un repos en décubitus latéral gauche. Pourquoi le décubitus latéral gauche? Donc, cette position va faciliter le passage du sang vers le placenta et donc vers le fœtus. C'est pour ça on prend cette position en décubitus latéral gauche. Deuxièmement, on a les moyens thérapeutiques. Donc, bien sûr, on va prendre un traitement hypotenseur. Et on a aussi les sulfates de magnésium en cas d'HTA sévère ou la persistance des signes fonctionnels de la pré-éclampsie. Bien sûr, ces sulfates de magnésium ont des effets secondaires. Et concernant la conduite à tenir obstétricale chez une femme qui présente une HTA gravidique, donc, si l'évolution est favorable, le déclenchement du travail se fait entre 38 et 39 semaines d'aménorrhée. Donc, il n'y a pas de problème. Mais si l'HTA elle est sévère ou donc il y a des complications materneux-fœtales, là, on fait l'interruption de la grossesse. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ما كانتش طويلة عليكم et le plus important انكم هزيتوا منها donc تكون بدات لكم une idée sur l'HTA et la grossesse. Donc je vous dis bon courage. N'hésitez pas de commenter et de laisser des questions. Donc si vous avez des questions, de liker et d'abonner ma chaîne YouTube pour plus donc j'ai comme d'autres vidéos. Aussi إذا حبيتوا هاد les photos اللي كاينين في الفيديو vous les trouvez en story sur Instagram a.8.kayamed et je vous dis صحة فطوركم وصحة سحوركم et سلام.